pour ce webinaire du premier webinaire de 2019. Je vous présente donc Christophe que vous connaissez bien, Raphaël Harang que certains effectivement d'entre vous ont déjà dû croiser. Et le sujet que nous démarrons, pour moi c'est un peu une nouveauté, c'est un cycle. Donc c'est ce qu'on va commencer par expliquer avec Christophe. Donc on a voulu vous proposer quelque chose qui soit un peu complémentaire, puisque le sujet nous paraissait suffisamment vaste. Et je ne sais pas si je veux dire, Christophe, comment ça s'est mis à l'idée. Ah, Christophe est parti. Bon, on vient de perdre Christophe, j'espère qu'il nous rejoindra. Son image en tout cas a disparu, je ne sais pas si on t'entend encore. Je crois qu'il revient. Voilà. Il est revenu. Bon, alors Christophe, d'où vient cette idée de ce cycle de 5 rendez-vous, en tout cas 4 et demi, on va dire aujourd'hui, le 5e étant pas encore complètement calé. En fait, on a alors déjà il y a l'histoire du cycle. C'est vrai qu'on a fait un cycle sur les bases de la multimodalité avec 3 webinars et puis un Explore Camp. Et on trouvait intéressant de refaire en fait ce genre de choses en disant bah tiens finalement on a pas mal de choses à dire et puis c'est bien de croiser aussi des regards et croiser des approches. Après, pourquoi réalité virtuelle, réalité augmentée, on va dire 3D, imagerie, etc. C'est que finalement, c'est un sujet qu'on traite depuis maintenant 3-4 ans. Et les premières fois, on en a parlé, c'est en allant sur le salon Lavalier virtuel, c'était il y a 3-4 ans. Il y a même certains d'entre vous, je ne sais pas si vous y étiez, qui vous disaient, mais pourquoi aller là-bas? Qu'est-ce que ça sert à quoi? Ça parle d'industrie, etc. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que le milieu de la formation s'emparait de tout ce qui était imagerie 3D. Et puis petit à petit, les organismes de formation, certains organismes de formation ont commencé à développer des choses à partir de la réalité augmentée, réalité virtuelle, serious game, etc. Et comme il y a de plus en plus d'expériences et de retours d'expérience là-dessus, que maintenant c'est presque, je dirais, une évidence de parler d'imagerie 3D en formation, on s'est dit tiens, ce serait intéressant de continuer ou d'avoir un cycle en tout cas qui explique un petit peu aujourd'hui en disant avec un peu de recul qu'est-ce qu'on peut dire de l'utilisation, de ce que ça coûte, etc., etc. Voilà. Donc je pense qu'on est au bon point pour pouvoir commencer à avoir peut-être pas des statistiques, mais en tout cas des retours ou je dirais oui c'est ça, voilà, des retours, des noms, des chiffres, etc. Savoir, et puis commencer à catégoriser finalement ce qu'on appelle l'imagerie 3D. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée, et puis donner des repères en fait aux uns et aux autres sur ça, se dire mais comment est-ce que je m'y prends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc., etc. Donc l'idée c'est d'avoir en effet alors ça je vais te laisser rebâtir reparler des 3 webinaires, hein, mais c'est d'avoir 3 webinaires avec 3 intervenants différents. Après je vous propose, vous le verrez sur le site, certains se sont déjà inscrits, mais je vous propose une visite à Laval Virtuelle le 21 mars, on aura une visite guidée. J'ai commandé une visite guidée parce que Laval Virtuelle c'est un salon assez important. Et on peut facilement s'y perdre, donc ce serait bien qu'on ait une visite guidée le matin, donc qui sera guidée en fonction de nos besoins. Voilà, ce qui ne nous empêchera pas l'après-midi de se balader comme on veut. Et puis on verra éventuellement pour faire, peut-être pas un Explore Camp, mais là Raphaël vient de nous proposer éventuellement de nous recevoir dans les locaux du CFA du bâtiment CFA de l'Amphi à Rouen pour aller tester des simulateurs. Voilà. Alors, nos 3 rendez-vous de webinaires qui vont se dérouler aujourd'hui, la semaine prochaine et dans 15 jours sont 3 points de vue finalement assez complémentaires sur 3D, on va dire, imagerie 3D et formation. Aujourd'hui, on a demandé à Raphaël Harang de nous faire une introduction au sujet, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr que tout le monde soit forcément au même niveau de connaissance du sujet. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une introduction. La semaine prochaine, peut-être que certains d'entre vous connaissent cette start-up normande qui s'appelle Mirage Mech, et on aura donc
Brian Rechet qui nous présentera ce qu'elle fait. Alors moi, je les avais vus il y a 2-3 ans. C'est incroyable comme ça a bougé, comme ça a évolué. J'espère qu'il ne va pas trop passer son temps à nous décrire tout ce que ça fait parce que ça part vraiment dans tous les sens. Et il a vraiment, je pense qu'il a vraiment des exemples, hein. On doit surtout parler de cas pratiques, de voir comment ils ont pu enrichir leur pratique de formation. Et puis, dans 15 jours, donc, le GNFA, donc, que certains aussi d'entre vous doivent connaître, qui est le groupement national de formation automobile, donc un énorme organisme national qui a utilisé la réalité virtuelle pour faire, par exemple, des simulateurs d'accidents qui n'auraient pas été possibles, évidemment, à faire en réalité. Bon, voilà, ça c'était juste pour introduire les trois webinaires. Et puis après, bah, écoutez, on se retrouvera donc à Laval pour tous ceux qui veulent aller voir d'un peu plus près ce qui se passe dans l'actualité. Et effectivement, ça bouge énormément. Et puis peut-être donc rendez-vous à Rouen pour manipuler concrètement. On va tout de suite rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, introduction. Donc, je vais passer la parole assez rapidement à Raphaël, que je vais inviter peut-être d'abord à se présenter. Donc, Raphaël, vous avez la main sur l'écran. Ça se passe en bas à gauche avec les petites flèches qui vont à droite et à gauche pour faire dérouler les diapositives. Et puis, je m'occupe un petit peu je suis là en roue de secours au cas où ça se passe pas bien. Voilà, la première icône va en arrière, la deuxième icône va en avant, fait défiler le point suivant, et la troisième icône affiche le plan du diaporama. Ça, il n'y a que les animateurs qui le voient. Alors peut-être première question, Raphaël, qui êtes-vous? Alors moi je suis effectivement Raphaël Aron, je travaille chez Bâtiment CFA Normandie et je suis pilote de projet numérique, donc je mets en œuvre la transformation digitale de l'organisation. Je parle bien de transformation digitale et numérique et non pas informatique, en ce sens que l'on déploie un certain nombre d'objets innovants, tels que réalité virtuelle, réalité augmentée, maquette numérique, réalité mixte, dans le cadre de nos formations. Voilà. Et pour cela, il a fallu développer l'outil informatique au préalable. Mon micro qui n'était pas très malin. Je disais, est-ce que vous êtes convaincu, enfin j'imagine que oui, que ces outils vont continuer à bouleverser le monde de la pédagogie et que effectivement on n'est que peut-être encore au début de ce que ce sera capable de faire et je sais pas quelle est votre vision un peu générique sur le sujet. Alors très clairement, oui, on va continuer à bouleverser, le monde de la formation avec ces outils-là, parce que les puissances de calcul augmentant, les capacités des entreprises de développement de scénarios de réalité virtuelle, réalité augmentée augmentant, de même, on va pouvoir continuer à vulgariser des choses qui aujourd'hui paraissent assez inaccessibles. Et on voit, et j'en reparlerai tout à l'heure, mais on voit un écrasement des coûts depuis 2 ans. Je reviendrai sur ce point. Et c'est nécessairement des choses qui vont continuer. Un autre point à noter, c'est que on parle beaucoup de user design, user experience et ainsi de suite. On a aujourd'hui ce qu'on a connu sur nos téléphones portables avec l'arrivée d'Android qui est en train aussi de se passer avec ce type d'outils, c'est que la mise en œuvre, elle est à la portée de tous. La mise en œuvre pratique. D'accord. Je regardais cette semaine une information un peu banale comme ça est passée, mais j'ai vu qu'Air France était en train de refaire toute la formation des hôtesses de l'air, enfin du personnel navigant, on va dire, je crois, en particulier avec des masques, parce que ils veulent adapter la formation des hôtesses
aux univers d'avion dans lesquels ils travaillent. Et donc la formation se fait avec un casque et l'hôtesse ou le steward fait son travail comme s'il était dans l'avion. Il se déplace dans l'avion. Enfin bon, voilà, il est vraiment dans l'endroit où il travaille. En termes de simulation, on voit des choses assez invraisemblables. C'est exactement ça, hein. C'est ce qu'on voit sur la page concept, hein, qu'on a tous sous les yeux. C'est quand j'indique de la formation par projection à la formation en immersion, on est clairement dedans. Pour moi, la formation par projection, on est sur le serious game. Le serious game, on fait se déplacer un personnage avec sa souris sur un écran d'ordinateur, hein, ou sur son téléphone portable ou sur sa tablette. Et on est passé, donc c'est la petite icône, c'est les petites icônes que vous voyez en dessous. On est passé du serious game sur le téléphone portable. Après, on est un peu plus interactif. On est sur la tablette, on peut en connecter plusieurs. Et puis, on a réussi à connecter les tablettes avec des VPI dans des salles et on a des choses encore un peu plus interactives où on peut mettre une dizaine de personnes ensemble. Et malheureusement, le schéma a occulté la dernière image qu'il y avait en bas, qui est tout simplement qu'on est aujourd'hui passé à l'immersion et c'est volontaire si on revient vers le téléphone portable, puisque l'immersion, on est aujourd'hui capable de mesurer et d'incrémenter tout ce qu'on fait en immersion. Et donc, le jeune ou moins jeune apprenant, en tout cas chez Bâtiment CFA Normandie, il a la possibilité de se connecter sur un LMS et pour retrouver l'ensemble de son parcours pédagogique et ses résultats surtout sur son téléphone. Il peut connaître sa progression, hein. C'est là le plus important, c'est l'interopérabilité des outils. On n'est pas à mettre des simulateurs pour mettre des simulateurs dans des salles pour les laisser tout seuls et puis on vient réaliser un scénario et on s'en va. Non, l'objectif c'est que on renforce l'attractivité de la formation parce que le simulateur en réalité augmentée ou en réalité virtuelle devient un grain pédagogique de l'acquisition d'une compétence. Hein, on devient plus attractif parce qu'on met l'apprenant en immersion dans une situation réelle, mais sans les dangers de cette situation réelle. Hein, et on individualise, avec cela, on individualise très clairement la formation puisque on est capable de connaître de la progression de chaque apprenant et de savoir si les compétences sont acquises ou pas. Et quand je dis qu'on renforce l'attractivité dans la sécurité, c'est que on a développé, par exemple, chez Bâtiment CFA Normandie, euh, des scénarios de simulation en réalité virtuelle pour de l'habilitation électrique. Vous pouvez mettre 10 fois les doigts dans la prise. Lorsque vous ratez l'exercice, il vous arrivera rien avec le casque de réalité virtuelle. Vous le faites en réel, vous aurez quelques soucis. Donc, c'est là où c'est pareil, on a des outils de découpe de bois, hein, des outils dangereux d'atelier, hein, des scies à onglet, scies à ruban. Vous pouvez passer les doigts dans la lame, il vous arrivera rien. Par contre, l'objectif, c'est que votre cerveau sache à quel moment la position de vos mains est dangereuse par rapport à l'utilisation de l'outil. Et c'est là où on est avec ces outils-là, et c'est pour ça que je parle de montée en compétences individualisées. On est là sur la gestion des compétences, hein. Et vraiment, vraiment, j'insiste sur cet axe-là parce que ces outils de réalité virtuelle et de réalité augmentée permettent vraiment d'individualiser et de gérer les parcours de chaque apprenant. Très bien. Alors, je vais faire un petit coucou particulier à un des participants qui s'appelle Christophe Bechelaoui, là, que vous voyez dans la conversation, évidemment, dans la liste des participants. Christophe est l'animateur du troisième webinaire, donc je lui fais un petit coucou amical et on se retrouvera donc dans 15 jours. Est-ce qu'on passe à la suite, Raphaël? Oui, on va continuer. Donc, je voulais quand même, comme on en avait discuté ensemble, Jacques, hein, je voulais rappeler quelques éléments de clarification, clarifier quelques éléments parce que c'est vrai que c'est des concepts, on en entend parler, mais c'est assez novateur. Le monde de la formation commence à être impacté, mais on parle de quoi quand on dit réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte? C'est vraiment important de faire ces rappels. Donc, réalité virtuelle, on utilise un casque, hein, qui nous coupe de son environnement. On est dans un scénario virtuel où des personnages en 3D sont recréés.
et où on va être acteur de son scénario. On ne fait pas déplacer un avatar, mais on se déplace soi-même dans le scénario. Hein, ça, c'est important. Et donc, on réalise des gestes techniques. Hein. Aujourd'hui, je peux vous parler particulièrement de ce qu'on a développé en réalité virtuelle, hein, qui tourne autour de l'habilitation électrique, autour de la R408. Donc, c'est la gestion des échafaudages. Hein, donc, on est capable aujourd'hui, en réalité virtuelle, de construire un échafaudage de A à Z. En respectant la norme R408 de l'INRS. On pourrait imaginer tout autre scénario. En réalité augmentée, on reste dans l'environnement. Alors, ça va être de la projection, comme je l'indiquais, de la projection d'éléments en 2D, en 3D. Hein. Donc là, on a différents outils, l'ordinateur, les lunettes, les smartphones, les tablettes. On voit souvent dans des vidéos sur Internet quelqu'un qui va aller scanner un QR code et qui va avoir une élévation en 3D sur son téléphone d'une maquette de pavillon. Vous en parliez dans l'automobile, ils ont très bien modélisé tout ça, les élévations 3D des pièces automobiles. Hein, et la réalité mixte. On va avoir un autre type de lunettes. Là, on parle plutôt de lunettes type HoloLens, type Magic Leap, où on va pouvoir avoir une projection d'objets de synthèse dans l'environnement réel. On aura un hologramme devant les yeux et avec les doigts, on va pouvoir faire bouger cet hologramme. Là où en réalité augmentée, c'est la machine qui va travailler, en réalité mixte, je peux interagir. C'est la grande différence. Hein. Aujourd'hui, dans le cadre, je vais parler de notre cas, dans le cadre de la formation, on s'est, au sein des bâtiments CFA normands, on s'est restreint à de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Pour le moment, les coûts de développement et les coûts d'acquisition des matériaux en réalité mixte sont trop importants par rapport aux bénéfices que l'on peut en tirer dans la formation. Donc, c'est quelque chose qui viendra sûrement parce que les coûts sont en train de baisser. Mais pour le moment, on a gardé réalité virtuelle et réalité augmentée. Voilà, j'espère avoir été assez clair sur les formats. S'il y a des questions hein, à l'ensemble des participants, n'hésitez pas. Voilà. On va peut-être essayer de se donner des exemples par rapport aux échafaudages, par exemple. Si un échafaudage se casse la figure, c'est plutôt de la réalité virtuelle, j'imagine. Exactement, on est en réalité virtuelle où là, on va même pouvoir explorer sans aucun danger le non-port d'un harnais de sécurité. D'accord. Hein, puisque l'échafaudage que l'on est capable de construire, il est jusqu'au 4e étage et donc vous pouvez éventuellement explorer la chute. Voilà. Effectivement, en réalité augmentée, aujourd'hui, on est sur les machines bois chez nous. Pourquoi? Parce que ça nous permet, c'est la petite photo que vous avez, ça nous permet d'avoir dans les lunettes 3D l'élévation d'une scie qui est projetée en fait sur la table et que vous retrouvez vous dans les lunettes en 3D et vous pouvez réaliser un exercice. Sans se couper les doigts? Sans se couper les doigts, en toute sécurité. Il y a vraiment, on parlait précédemment de concepts avec l'attractivité de la formation. On a beaucoup travaillé aussi depuis 1 an et demi sur qu'est-ce qu'on peut digitaliser et quelle formation on peut transformer en réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte. Tout ne se fait pas. Et on doit vraiment réfléchir, on doit vraiment se poser la question de quel est notre objectif pédagogique, où est-ce qu'on veut arriver, et ça va énormément guider sur un premier choix qui va être soit réalité virtuelle, soit réalité augmentée. Et derrière, en fonction du scénario pédagogique et de la difficulté de ce qu'on imagine, on va de nouveau choisir des équipements ad hoc. Ça ne sera pas forcément toujours les mêmes. Est-ce qu'on peut poser la question en termes de valeur ajoutée, c'est-à-dire que j'ai un objectif pédagogique, il y a des choses que je sais faire si je suis en atelier ou en salle, etc. Si j'ai la réalité virtuelle, qu'est-ce que ça va m'apporter en plus
qu'est-ce que ça va me permettre de faire que je ne sais pas faire? On vient de citer au moins deux exemples qui sont les simulations d'accidents, mais j'imagine qu'il y a d'autres vertus apportées par ces outils qui viennent s'ajouter à la valeur de la formation en salle ou en atelier. Donc je pense que peut-être que cette notion de valeur ajoutée, peut-être que c'est un critère intéressant. Oui, c'est un critère très intéressant. C'est aussi comme cela qu'on a construit énormément nos scénarios en électricité. C'est que on va typiquement en électricité, on va apprendre des choses en salle. On va pouvoir commencer à mettre en pratique sur des maquettes échelle 1 en atelier. Mais par contre, on va pouvoir finaliser la mise en pratique et valider. Et c'est là où est la valeur ajoutée, c'est on va pouvoir, avec ce type de scénario en réalité virtuelle, on va pouvoir valider l'acquisition complète de la compétence eu égard à la réglementation. On est, cap- on D'accord. est capable d'aller jusque-là, ce qu'on ne pourrait pas faire forcément en atelier. Or là, avec le simulateur, on va pouvoir aller jusqu'au bout. Et l'ordinateur, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais l'ordinateur, vous le programmez, c'est des 0 et des 1. Hein. C'est oui ou non. Donc, lorsque vous mettez des points de passage pour valider des compétences d'un apprenant, c'est oui ou c'est non. Et derrière, la valeur ajoutée, elle est aussi pour le formateur parce que il va pouvoir connaître l'exactitude des manques de son apprenant et revenir de façon ciblée avec lui sur les éléments à retravailler. Ce que vous ne pouvez pas forcément faire en atelier. Et D'accord. ça va vous permettre aussi, sur des groupes que vous avez en formation, de pouvoir mixer les activités. Parce que globalement, la réalité virtuelle, l'apprenant, il est autonome. Le temps d'acquisition, alors c'est sûr qu'on travaille beaucoup avec des jeunes hein, de 15 à 25 ans au sein des bâtiments CFA, mais et le temps d'acquisition, y compris pour un formateur, hein, pour un scénario, c'est 10 minutes. Hein, pour comprendre le mode de fonctionnement et comprendre comment ça va se dérouler. Est-ce que ces outils sont intervenus, j'ai un trou de mémoire, je ne me rappelle plus du sigle, comment s'appellent les petits examens là qu'on doit passer quand on veut être habilité à conduire un chariot élévateur, etc. Et ça a un nom, ça. Oui, le chariot élévateur, c'est le CACES. Ah, les CACES, oui. Alors, il existe, mais nous, on l'utilise pas assez, donc on n'a pas développé ce type de scénario chez nous, mais il existe en réalité virtuelle des passages de CACES, bien évidemment. D'accord. Il existe des scénarios en réalité virtuelle sur le secourisme. Il existe des scénarios en réalité virtuelle sur la conduite d'engins de chantier. Donc, on peut tout imaginer, oui. Ah oui, tout à fait. D'accord. Aujourd'hui, et c'est là, on va y revenir après sur les outils, mais on peut commencer à en parler. Euh, N'oublions pas que tous les ans, globalement, la puissance de calcul, elle double. Oui, la loi de Moore. Voilà. Je crois que Christophe a une Un question. rajout parce que on a pas mal parlé des avantages par rapport aux risques, hein, la gestion des risques. On a parlé de l'individualisation et autre chose aussi, c'est la gestion des coûts. Parce que dès qu'on a affaire, je dirais, à un geste professionnel où on va faire intervenir nos matériaux, eh bien, le fait de pouvoir faire autant d'essais-erreurs qu'on veut sur un matériau qui finalement ne coûte rien, ben, c'est aussi un des avantages, en tout cas une des plus-values. Voilà, on peut percer 40 fois un tuyau Oui. ou casser ou voilà ou scier 50 fois la même planche de bois, ça n'a pas de coût. Voilà. Ah, c'est très clairement ça, Christophe. Il y a le coût d'acquisition du matériel au démarrage, mais derrière, effectivement, si on prend la machine bois ou l'électricité, le coût de matière d'œuvre hein, en lui-même, il est à zéro. Parce que la planche en bois, c'est en fait une planche en plastique. Vous l'avez sur la photo du milieu, là, hein, c'est ni plus ni moins une planche en plastique, mais vous pouvez la réutiliser 1 million de fois, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Je sais que c'est peut-être pour ça aussi que le bâtiment de manière générale et les travaux publics se sont emparés assez rapidement finalement de ces technologies en disant mais finalement on va y gagner, on va permettre beaucoup plus l'essai-erreur qu'on ne pouvait le faire jusqu'à maintenant. Oui, il y a de ça aussi, bien évidemment. Tu as raison de le souligner, Christophe, parce que oui, il y a le coût de la matière d'œuvre. Hein, quand on gâche une planche en bois ou quand on gâche du matériel électrique, bah, effectivement, à la fin de l'année, quand on accumule les un plus un plus un plus 1, la volumétrie financière est importante. Alors que là,
et bien on achète une fois le scénario. On va revenir après sur Oui, les coûts, hein, Christophe. Hein. Mais la volumétrie financière, elle se lisse sur la durée de vie de l'outil. À savoir que nous, on a développé les outils maintenant il y a 1 an et demi et qui sont toujours parfaitement utilisables, qu'il n'y a pas de problème. C'est là aussi où je parlais tout à l'heure de quelle formation on digitalise. On est parti sur des formations normées aussi, parce que globalement, bah, le cadre est déjà fixé et le cadre est pas mouvant. Donc, on va pouvoir absorber des coûts de développement euh, plus importants parce qu'on sait qu'on les lissera sur un nombre d'années aussi plus important bien sûr. en termes d'utilisation du matériel. Et on va éviter les environnements mouvants, les environnements qu'il faut mettre à jour, des choses qui sont obsolètes assez vite, des choses comme ça peut-être. Très clairement, parce que on va y venir après, mais les coûts sont encore non négligeables, même si ça a énormément baissé. Et si vous avez tous les ans à remodifier votre scénario, aujourd'hui, les plateformes auteurs, elles fonctionnent, mais elles fonctionnent exclusivement pour des objets. Elles ne fonctionnent pas pour un scénario complet. Et donc, si vous devez repasser votre scénario complet à la moulinette, eh bien, ça va vous coûter, si tous les ans vous remettez au pot, Mm, l'intérêt financier, l'intérêt pédagogique, oui, mais l'intérêt financier va vite vous faire arrêter. mm, mm. Ouais. Alors, je peux vous donner une petite anecdote pour montrer la diversité des usages. Une des premières applications de la 3D, enfin des images en relief que j'avais eu en connaissance, c'est ce qui s'est passé à Lyon à l'université de médecine, où ils ont mis en 3D toute l'anatomie. Et l'anatomie est un casse-tête pour tous ceux qui cherchent à apprendre le corps humain, parce que bah, il faut un peu le tourner dans tous les sens pour savoir décrire les muscles, etc. Et donc, il y a une chaîne YouTube gratuite, hein, c'est assez magnifique ce qu'ils ont fait comme projet. Ils ont gagné plein de prix avec ça, où on peut avoir tous les cours d'anatomie qui existent et ils continuent à en développer en petites leçons de 3-4 minutes. Une superbe création de l'Université de Lyon autour de Christophe Battier pour ceux qui connaissent ce garçon. Alors, Microsoft pour continuer sur ce plan-là, Jacques, hein, Microsoft, avec une université américaine, a développé le corps humain en réalité mixte, avec des lunettes HoloLens. Hein. Vous avez l'élévation du corps humain devant vous et vous venez sélectionner soit les muscles, soit les réseaux, soit les os. Et vous pouvez interagir directement avec le corps humain et un HoloLens de Microsoft. Le coût, je ne le connais pas, mais ça doit être très important. Mm. Est-ce qu'on passe à la diapo suivante? Oui, Voilà, super. on va avancer sur la diapo suivante. On a parlé de comment des différents types de réalité. On a une chose qui est certaine, c'est qu'on va on va avoir trois grands outils, trois grandes familles d'outils pour pouvoir travailler la réalité virtuelle, la réalité augmentée. C'est les logiciels d'un côté, le matériel, et ce qui commence à se développer, et j'y crois beaucoup à l'avenir, les plateformes auteurs. En termes de logiciels, on a deux entrées. Soit vous utilisez quelque chose qui est propriétaire et, et voilà, c'est assez fermé. Donc le logiciel est assez fermé. On n'est pas parti, nous, sur ce principe-là. On est parti sur le logiciel qui tourne le plus en réalité virtuelle et réalité augmentée, qui est Unity, hein, Unity 3D, qui est un logiciel qui est gratuit. Mais derrière, le développement, en fait, il faut passer par des sociétés de développement spécialisées pour pouvoir travailler avec, parce que vous n'y arriverez pas tout seul. C'est très compliqué. Donc, Unity 3D, on le retrouve globalement partout, partout, partout. Pour ceux qui ont des enfants et qui jouent sur des plateformes de jeux en ligne, globalement, les jeux en ligne sont développés aussi avec Unity 3D. Il permet de développer aussi du serious game, ce logiciel.
et il va vous offrir une palette infinie parce que vous allez pouvoir développer des choses complètement basiques comme des choses graphiquement très léchées. Hein. Maintenant, ça va dépendre du prix que vous voulez y mettre. Parce qu'il y a à la fois on va dire, du matériel visuel, des images, Voilà. peut-être des vidéos, je ne sais pas, Oui, oui, tout à fait. et du code. Exactement. D'accord. Et là, avec le niveau de développement que vous souhaitez dans votre scénario, globalement, le logiciel Unity va savoir le faire, mais derrière, on va passer sur la partie matérielle. Et là, ça va vous impacter sur la partie matérielle. Sur la réalité virtuelle, on commence à avoir une bonne expertise. Vous allez avoir un PC, hein, globalement, un PC qui va vous coûter ni plus ni moins entre 2500 et 5500 euros. Ça va dépendre de la puissance graphique dont vous avez besoin et de la puissance de calcul par rapport au scénario que vous avez développé. On est parti aussi chez Bâtiment CFA sur du casque HTC Vive, parce que c'est le casque le plus qualitatif sur le marché aujourd'hui. Il est un peu contraignant en termes de capteurs et d'environnement de travail, mais par contre, c'est le plus qualitatif, c'est celui qui va vous rendre les meilleurs graphismes, c'est celui qui va durer le plus longtemps dans le temps, parce qu'aujourd'hui, on a un ou deux ordinateurs déployés dans chacun de nos CFA. Et je touche du bois, on a acheté des casques HTC Vive il y a 1 an et demi, et ils sont toujours en forme. Ils ont quelques petits soucis techniques de mousse, de protection, de choses comme ça, mais ils sont toujours en forme et ça c'est utilisé tous les jours que Dieu fait, hein. D'accord. Du lundi au vendredi. Euh, le casque Acer va vous coûter un petit peu moins cher, permettre surtout de pouvoir comment vous déplacer. Il va être plus facile d'utilisation. Je présente ces deux-là en premier parce qu'ils fonctionnent sur une plateforme qui s'appelle Steam, qui vous permet d'utiliser vos scénarios. Et le casque Oculus, derrière, c'est un casque qui est bien, mais qui fonctionne tout seul, dans son coin. Donc si vous développez, on va pas rentrer un petit peu dans la technique, mais si vous développez des scénarios en réalité virtuelle au travers de Unity 3D, et que derrière, l'encapsulage, donc le SDK, le fichier que vous pouvez utiliser, il est encapsulé pour être utilisé sur Steam VR. Et là, vous pourrez utiliser un casque HTC ou un casque Acer, mais par contre, avec le même fichier encapsulé pour la plateforme Steam VR, vous ne pourrez pas utiliser de casque Oculus. Vous devez faire le développement pour Oculus. Donc, Oui. en termes de prix, les casques, ils sont aussi dans un ordre décroissant. On a un casque HTC qui, il y a 1 an et demi, coûtait 1200 euros. Aujourd'hui, c'est un casque en HTC Vive Pro qui vaut aux alentours des 600 euros. Et en HTC Vive, vous le trouvez à la Fnac, toujours pour ceux qui ont des ados, voilà, vous le trouvez à la Fnac en période de Noël aux alentours des 400-500 euros. Le casque Acer, vous allez pouvoir l'acheter chez des revendeurs spécialisés. Il va vous coûter aux alentours de 500 euros, tout comme le casque Oculus, avec des durées de vie pour les deux derniers qui vont être un petit peu moins longues que le casque HTC. Voilà. Est-ce que le casque est autonome, c'est-à-dire un peu comme une tablette, il a un programme peut-être par petite prise SD, ou est-ce qu'il faut qu'il soit relié à la puissance de calcul du PC? Alors, aujourd'hui, HTC et Oculus ont développé des casques autonomes. Mhm. On a fait des tests avec des scénarios développés et avec des scénarios assez importants comme ceux que l'on déploie. Vous oubliez le casque autonome. D'accord. La puissance de calcul n'est pas assez importante. Par contre, vous pouvez trouver des modules. Donc le casque, au lieu d'être relié de façon filaire à votre ordinateur, il est relié en Bluetooth à votre ordinateur. Mais la puissance de calcul, elle n'est pas dans le casque, elle est dans le PC. D'accord. Voilà. Mais ça fonctionne. D'accord. Donc on avait dit à peu près toujours pour chiffrer les calculs, des PC de haut de gamme, type calcul de jeu, etc., autour de 2000 euros, si j'ai bien entendu. Alors Voilà. il vous faut un minimum 2500 euros parce qu'aujourd'hui, pour que ça fonctionne bien, si on veut avoir des scénarios assez développés, ce qui va vous coûter cher,
c'est souvent la carte graphique que vous mettez dedans. Ouais. Et aujourd'hui, les cartes graphiques qui permettent de faire fonctionner correctement Unity 3D sur des scénarios importants, elles coûtent déjà un peu plus de 1000 euros. Et est-ce qu'il faut acheter le logiciel Unity 3D ou pas? Il est gratuit. D'accord. Mais Et oui. vous l'achetez pas en fait. C'est l'entreprise ou le prestataire qui va vous réaliser le développement, qui va vous réaliser un fichier avec Unity 3D et derrière vous l'utilisez dans votre PC, mais le fichier est complètement autonome. Mais par exemple, je dirais peut-être pas n'importe quoi, mais si on veut corriger tout ou partie du développement, est-ce qu'on a la main soi-même si on utilise Unity 3D ou pas du tout, il faut oublier Alors, est-ce qu'on sait faire des choses comme ça? nous, on n'est pas parti sur ce principe-là parce que on développe pas de serious game et l'utilisation d'Unity 3D dans les scénarios qu'on a développés, c'est déjà une utilisation importante on a demandé à nos prestataires de pouvoir intégrer nos maquettes numériques, de pouvoir intégrer de la vidéo, de pouvoir intégrer des choses comme ça. Et avec ce type de développement, on ne dispose pas en interne des capacités pour faire. Si par contre, un D'accord. développeur qui maîtrise parfaitement Unity 3D, pourquoi pas? Il va y passer un certain temps, mais les scénarios qu'on a déployés au sein de bâtiment CFA Normandie, vous avez deux grands métiers pour pouvoir les travailler chez notre développeur. Le premier métier, c'est graphiste, et le deuxième métier, c'est développeur Unity. Voilà. Et les deux travaillent ensemble. Ok. Et le futur, c'est la plateforme auteur? Alors, la réalité augmentée aussi, on peut en parler un peu. On a des lunettes, des tablettes, hein, j'ai eu la chance d'être présent au CES à Las Vegas. J'avais beaucoup vu sur les lunettes Magic Leap hein, qui font réalité augmentée, réalité mixte. C'est bien, les puissances de calcul ne sont pas encore très très importantes, mais on a des choses qui sont bien. On ne va pas être dans des scénarios très développés en termes de formation, mais par contre, on peut être dans des belles présentations. Et là, on va être sur des outils aux alentours des 2000 $. Hein. Et dans le futur, parce que tout le monde travaille à peu près pareil, pourquoi j'arrive à plateforme auteur? Tout le monde travaille à peu près pareil en fait dans les entreprises de développement de scénarios. On travaille par briques. On va avoir une brique de visuel, on va avoir une brique de scénario, on va avoir une brique d'interprétation. Et globalement, eh bien, toutes ces entreprises sont en train de cumuler le nombre de briques et elles sont en train d'essayer de développer des plateformes auteurs où vous viendrez vous-même intégrer dans votre scénario les petites briques qui vont bien. Au jour d'aujourd'hui, on est au balbutiement. Celles qui fonctionnent bien pour l'armée, mais les coûts de développement sont encore inaccessibles pour des organismes de formation. Donc j'y crois énormément, mais pour le moment, je pense qu'il faut attendre que des entreprises qui ont les moyens de développer fassent le développement. Et d'ici 2 à 3 ans, on se retrouvera peut-être avec quelque chose qui est économiquement viable. On a eu Ça veut dire, on a eu, nous, il y a 1 an et demi, la- lors de notre appel, on a eu une réponse avec une plateforme auteur et l'entreprise avait découplé le coût des scénarios du coût de la plateforme auteur et en elle-même, la plateforme, elle coûtait un peu plus de 300 000 euros à développer. ouf, Voilà. ah ouais, d'accord, c'est pas donné. Mais ça veut dire quand même que on peut rêver d'un storyline du développement 3D, quoi. Oui, 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 moi j'y crois énormément. J'ai vu des choses l'année dernière au Laval Virtual. J'ai vu des choses cette année au CES à Las Vegas. Ça avance très vite. Donc aujourd'hui, c'est encore inaccessible pour des organismes de formation, mais je pense que ça va rapidement le devenir. Encore une fois, et on va arriver au coût derrière. Il y a 1 an et demi, comment les coûts de développement, exclusivement de développement de scénarios que j'ai pu avoir euh, en appel d'offres, allaient de 30 à 300 000 euros. D'accord? Aujourd'hui, le coût global pour un scénario,
Je parle d'un coût global. On va avancer sur la diapo suivante, vous allez comprendre. On a donc le coût de développement, le coût pédagogique et le coût du matériel. Le coût global, hein, je vous l'ai mis en bas, il est de 30 à 35 000 euros. Là où il y a un an et demi, on avait exclusivement le coût de développement à 30 000 euros. D'accord. Alors, on va peut-être détailler ça. Coût de développement, on imagine. Alors, dans les trois types de coûts, qui écrit le projet? Qui écrit ce que ça doit faire, la description? C'est au moment de l'appel d'offres ou c'est pas assez détaillé à ce moment-là? Si, on est parti, nous, du principe qu'on souhaitait détailler énormément et s'appuyer sur nos formateurs référents qui maîtrisent le métier, qui maîtrisent le geste, pour détailler nos appels d'offres. Donc oui, on a sorti des appels d'offres de 80 pages. Ah oui, d'accord. Voilà. C'était le parti pris. Donc on a un coût pédagogique qui n'est pas anodin parce que l'ensemble des scénarios que l'on déploie sont écrits par nos formateurs. D'accord. Donc ça c'est quand même un coût. On sort pas 80 pages de description comme ça quand même. C'est un sacré boulot. Très clairement, on met 4 personnes autour de la table pendant un mois. Ah oui, c'est ça. Voilà. D'accord. Donc il y a le coût. On pourrait rajouter donc le coût de la description de l'appel d'offres. Voilà, mais je le rentre en fait dans le coût pédagogique, hein, puisque D'accord. nous, D'accord. on l'a lissé. Les premiers scénarios, en fait, étaient parfaitement écrits dans l'appel d'offres pour être réalisables par les entreprises. Pourquoi je peux me permettre de dire ça? C'est que pour vous donner un ordre d'idée, on a sorti euh, comment on a sorti un appel d'offres en mai 2017 et on a mis en service les premiers scénarios pédagogiques le 1er septembre. D'accord. Sachant que l'appel d'offres a été publié sur la plateforme e-marché public le 3 mai. Donc après, Alors, vous perdez déjà 2 mois et demi, 3 mois en appel d'offres et il a fallu, et c'est là où on va avoir le temps de développement aussi, on peut en parler. On va avoir un temps de développement d'à peu près 3 mois pour un scénario. mhm. Voilà, tout compris, hein. Oui, bien sûr. Bien évidemment, après, on a quand même, euh, on a quand même comment le, la conformité pédagogique, on va dire, de ce qui est produit, Ouais, qui prend un peu de ouais. temps, mais globalement, si vous écrivez bien le scénario au démarrage, il n'y a pas trop de perte de temps. Le travail de recettage, on dit que c'est égal au travail de développement, hein. Enfin, bon, c'est un vieux principe informatique, ça, hein. Oui, oui, tout à fait, oui. Alors, dans le chat, ça cause. Frédéric Rampion et Christophe Béchaloui, qui sont un peu nos spécialistes, en tout cas identifiés dans les participants, nous parlent d'autres outils. Je ne sais pas si, Raphaël, vous les connaissez, comme Uptal. Et puis, bon, visiblement, au GNFA, ils ont fabriqué eux-mêmes leurs propres outils. Ils nous renvoient, bon, on aura l'occasion de reparler de ça, j'imagine, Oui, dans 15 on jours. connaît bien se faire. Ah ouais. D'accord? Donc, et après je suis d'accord avec ce que dit Christophe. La difficulté de l'outil auteur après, je vais parler avec mon prisme dans les métiers du bâtiment. C'est que on n'a pas exactement, directement euh, la, la conformité d'un scénario tel qu'on peut l'imaginer pour travailler dans le bâtiment. Et ça, c'est un peu ennuyeux et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est encore obligé de passer par du développement par des entreprises. Même si on sait que, oui, le logiciel Unity est gratuit, mais que on paye les coûts de développement, quoi, hein. Ni plus ni moins, hein. Ouais. Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot conformité? On est parti sur des scénarios métiers. Hmm. Et donc, on veut travailler le geste et la connaissance de la norme. Et c'est assez compliqué. Euh, c'est assez compliqué parce que travailler la norme veut dire avoir de vraies subtilités dans le scénario pour pouvoir emmener nos outils parce que notre objectif avoué, hein, je ne vais pas le cacher, on est en train de travailler avec l'AFNOR là-dessus, c'est d'emmener nos outils jusqu'à de l'habilitation.
Et de les vendre éventuellement? Bah, derrière, aujourd'hui, on n'est pas organisme commercial, mais la réforme de la formation nous amènera peut-être à ça, bien sûr. D'accord. Donc, je sais pas, je vais dire n'importe quoi parce que je connais rien. Imaginons qu'il y ait une habilitation sur un tableau électrique. On veut que l'outil de simulation permette de faire l'intégralité de l'habilitation, les mesures qui vont bien, etc., etc. Exactement. D'accord. Ouais. Et ça, Et donc, la conformité, c'est vérifier que tous les points exigés en termes de formation soient soit repris, dans, soit ouais, repris, soient rentrés. soit D'accord. repris dans le scénario. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je parle bien de scénario complexe avec matériel où on va avoir 5 à 6 000 euros, dans les 30 à 35 000 euros, on va avoir 5 à 6 000 euros de matériel si je fais un découpage des coûts, hein. On va avoir une dizaine de milliers d'euros de pédagogie parce que on y passe un certain temps. Et on va avoir une quinzaine de milliers d'euros sur le développement et l'achat de licences. Mhm. Voilà, donc on n'est pas sur des choses non plus excessives. Et encore une fois, je le redis, ces coûts-là vont s'écraser dans le futur et dans peu de temps, hein. Ça, Oui, puis dans la réutilisation, si on utilise l'outil de simulation, je sais pas, 100 fois, c'est exact, 500 fois, 1000 fois, 10 000 fois, c'est si, exactement si, ça en fait. voilà. Aujourd'hui, l'outil de simulation, il impacte 3600 sur 4600 apprenants et il est utilisé tous les jours, 8 heures par jour. Hmm. Donc effectivement, si on en fait un coût par apprenant, on est sur quelque chose qui est très très faible. D'accord. Euh, la durée d'un scénario complexe, c'est quoi? C'est de l'ordre du quart d'heure d'utilisation, de la demi-heure d'utilisation, c'est quoi en termes de temps? Tout a été construit pour être entre 5 et 10 minutes. D'accord, donc c'est très court. Oui, et c'est volontaire parce que On retrouve la notion de grain dont vous avez parlé au début, quoi. voilà, exactement. Et on s'est rendu compte que les apprenants, au-delà de 10 minutes, on les perdait. D'accord. Donc là, c'est vraiment important et on doit veiller, en tout cas en réalité virtuelle, réalité augmentée, à ce que les éléments soient pas beaucoup plus longs, sinon, on ne pas. Hmm, ok. Donc, alors aujourd'hui, hein, si je reprends le schéma initial, pourquoi je reviens en arrière, voilà. Pourquoi je reviens au téléphone portable, hein. En bas, il faut s'imaginer le petit bonhomme avec son casque de réalité virtuelle sur la tête, hein. Ah Euh, oui. Hmm. Aujourd'hui, et je reprends la notion de grain pédagogique. Un scénario est un grain pédagogique et l'apprenant va retrouver, parce on mesure les compétences acquises ou non acquises derrière, hein. On ne réalise pas un scénario pour réaliser un scénario, hein, aucun intérêt. Et on va mesurer les compétences acquises et non acquises et on aura accès à la mesure de ces compétences au travers d'un LMS. Donc on peut retourner vers le téléphone portable pour accéder au LMS en fait. Alors là, ça pose une autre question. Euh, les LMS sont pas tous absolument ouverts. Donc, est-ce qu'il y a pas un petit problème de compatibilité entre ce que vous faites développer et la capacité d'accueil du LMS? Alors il y a eu un API à mettre en place, bien évidemment, hein. D'accord, Mais c'était quand on a sorti les appels d'offres. On avait commencé par les scénarios en réalité virtuelle et réalité augmentée, et on avait très clairement indiqué dans l'appel d'offres LMS que le LMS qu'on sélectionnerait devait être compatible au travers d'un API avec des scénarios de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour faire remonter d'accord, en SCORM ou en XLS les datas issues de la réalisation d'un scénario. d'accord. D'accord. Donc en fait, le LMS remonte les résultats de l'utilisation des outils de réalité virtuelle et augmentée que vous avez développés. Oui, alors D'accord. je vais répondre, je vois une très bonne question de De Frédéric, ouais. Frédéric. Oui, on commence à les utiliser. On a développé aussi des solutions de notre côté, puisqu'on utilise aussi, oui, et on utilise aussi Vulkan de chez Nimbus. Voilà, faut l'écrire parce que ça, je pense que c'est des choses que tout le monde ne connaît pas. Nimbus développe des simulateurs, mais développe aussi un progiciel. Oui, Nimbus, D'accord. je vais l'écrire, Frédéric. Hop, voilà.
Ça permet de, D'accord. voilà, ça permet d'avoir une bonne vision parce que construire des scénarios et faire passer des exercices au travers de la réalité virtuelle pour uniquement pour faire ça, on n'avait pas d'intérêt, hein. Mais ça veut dire que si vous avez des outils analytiques, ça veut dire qu'il y a des milliers de données qui sont stockées quelque part. Oui, sur nos serveurs. D'accord. Et derrière, il y a un travail d'analyse, je ne sais pas si on voulait se demander quelles sont les erreurs les plus courantes, ou enfin, je sais pas, Là, on peut faire. c'est pour ça qu'on utilise Vulkan de Nimbus. En fait, Vulkan fait déjà ce travail d'analyse et vous sort des graphiques. D'accord. Vulkan vous sort directement des graphiques. D'accord. Pour identifier certains points spécifiques de l'apprentissage que vous voulez en particulier regarder. Exactement. D'accord, d'accord, d'accord. Oui. D'accord. Christophe, tu as remis ta webcam, tu avais une question peut-être? C'est plus cher. Je me souviens, il y a C'est plus 4-5 cher. ans, quand on allait à Laval Virtuelle, on essayait des casques de réalité virtuelle et puis il y en a sur lesquels on se sentait vraiment pas bien. Je me posais la question de savoir s'ils avaient évolué, enfin c'est ce que j'ai entendu en tout cas, ou est-ce que finalement, à force de les utiliser, on s'y habitue, on n'a plus de problème de se dire tiens je suis dans un monde, dans un autre monde, etc. et j'ai des sensations de malaise, de mal de mer, etc. Donc ça c'était ma première question. Mal de mer. Et puis je pose la deuxième, mais qui est assez différente, et qui est de dire, je reviens aux avantages finalement d'avoir ce type d'avoir ce type de technologie en formation. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu ressens, Raphaël, que c'est un atout aussi d'attractivité des apprenants, ou pas encore? Voilà. Donc, Euh, alors, je vais prendre les deux dans le bon sens. À la première, je répondrai oui, mon capitaine. Oui, mon capitaine, le matériel a énormément évolué. La qualité des écrans qu'on va trouver dans un casque HTC, puisque nous, on travaille avec ce matériel-là, on l'a vu évoluer en 2 ans de temps. Et donc, c'est devenu beaucoup plus fluide, c'est beaucoup mieux. Et on a la possibilité de faire quelques réglages d'écartement des lentilles et ainsi de suite, ce qui diminue quand même les sensations assez désagréables. Et oui, on finit par s'habituer parce qu'on en trouve maintenant un peu partout, donc on a moins d'appréhension. Hein, il y avait ça aussi, il y avait pas mal d'appréhension, mais ta question est bonne parce que on avait emmené un scénario l'année dernière de R408 au salon Laval Virtual et on a eu des gens qui se sentaient pas forcément très bien avec un casque HTC Vive, hein. Donc là, dans ces cas-là, faut pas pousser trop loin, hein. On retire le casque à la personne et puis c'est fini, hein. Voilà, comment, faut pas s'acharner parce qu'il n'y a pas d'intérêt, quoi. Euh, à la deuxième question, en termes d'attractivité, oui, oui, parce que ça amène une image extrêmement positive de se dire que lorsqu'on intègre un centre de formation, que ce soit le bâtiment ou un autre centre, peu importe, qui utilise ce type de technologie, on met les pieds dans un centre de formation et qui se soucie d'être utilisateur des dernières technologies disponibles pour dispenser le savoir auprès des apprenants. Et ça, ça c'est extrêmement positif, hein. On va prendre, Christophe, hein, puisque tu connais un peu nos chiffres, on va prendre un exemple, hein. On double entre l'année dernière et cette année, on a doublé quasiment partout les sections de BTS parce que on a aussi cette image au jour d'aujourd'hui d'être des centres, en tout cas dans le BTP, qui sommes ouverts à l'utilisation des nouvelles technologies. Hein, on parle de réalité virtuelle, de réalité augmentée, mais pour les jeunes qui viennent chez nous en BTS, eh bien, quand ils savent qu'on utilise du scanner 3D et du drone, c'est pareil, ils savent qu'on utilise aujourd'hui les dernières et meilleures technologies disponibles sur le marché. Et ça renforce énormément l'attractivité et l'image, hein. Oui, donc ça veut dire que les coûts dont on a parlé, qui sont quand même assez importants en matière de développement, d'achat, etc., c'est quand même de l'investissement que vous allez pouvoir amortir
par l'efficacité pédagogique des inscriptions, du nombre d'élèves. Je suppose que avoir plus d'élèves en BTS amène un peu plus de financement, etc. Oui, tout à fait. Alors, on n'a pas assez de recul pour le mesurer très clairement, mais on est allé faire, hein, Christophe, on en parlait ensemble, le salon du e-learning et le salon de l'étudiant à Paris. Hein, on a présenté bâtiment CFA Normandie dans un salon parisien avec tous les outils dont on disposait. Eh bien, on a 275 demandes d'inscription en BTS hors Parcoursup. Voilà. Et du coup, vous avez la place ou pas? Alors, on doublera les sections s'il faut. Alors, vous avez poussé les murs. Enfin, ça, les murs, c'est peut-être pas le plus compliqué à faire. Vous êtes un peu spécialiste. Physiquement, on a la place. Après, voilà. Et ce que je veux dire, c'est que D'accord, d'accord, c'est d'accord, un élément très fort d'attractivité auprès des jeunes. d'accord, Sur ce salon, d'accord, très clairement, on y est allé avec les simulateurs. d'accord. Ok. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à aller voir tout ça de Mais façon. Alors, bon, Christophe, une autre question je qui te me repasse la vient, main, bien on sûr. n'en a pas parlé depuis le début, alors peut-être parce que c'est évident. Tous les simulateurs que vous avez mis en place sont avec retour de force? Alors aujourd'hui, Christophe, avec le casque HTC, tu as un très léger retour d'effort. Et c'est une bonne question. Je le trouve pas assez important. On est en train de travailler avec une société parisienne pour essayer de regarder comment on peut faire. Et j'ai deux axes de développement au jour d'aujourd'hui. C'est le gant haptique, parce qu'on a enfin trouvé un modèle qui allait bien, ou le retour d'effort, un peu plus important. En réalité virtuelle. En réalité augmentée, la table de découpe D'accord. bois que l'on a, elle est oui avec un retour d'effort au jour d'aujourd'hui. On va arriver presque au bout de notre heure de travail. Quels sont les prochains projets, les prochains développements que vous avez dans votre liste de to-do list? On a à regarder différents métiers. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on est en train de regarder pour développer des modules de PRAP. Les modules de PRAP, c'est les gestes et postures, parce que c'est impactant dans le milieu du bâtiment. On est en train de regarder pour développer du module d'incendie. On est en train de regarder pour développer du module de SST, donc le sauveteur secouriste du travail. C'est ce que j'appellerais des modules transverses. Et ensuite, on Oui. se repenche sur des métiers. On est en train de développer des métiers de la thermie. Et là, on est encore fixé à savoir si on fait de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle ou de la réalité mixte. Parce que les entreprises de fabrication de chaudières, typiquement, ont poussé les développements très très loin et on peut avoir les modèles 3D et la réalité mixte se justifierait très clairement. Je ne t'ai pas entendu Il parler de faut, Serious il faut Game, ou trop. très Oui, peu. vas-y Christophe. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dépassé, ou tu ne t'es jamais posé cette Non, parce question-là, ou est-ce que parce que ça ne correspond pas à des gestes professionnels? c'est quelque chose que l'on a dépassé. En fait, on est parti, nous, l'an dernier, il y a un an et demi, lorsqu'on a sorti nos appels d'offres, on est parti du principe de se dire qu'on voulait être acteur de la réalisation du geste. La difficulté avec un serious game, c'est que tu es acteur du déplacement d'un avatar sur un écran. Et tu n'es pas acteur de la réalisation du geste. Et c'est ce qui nous a fait écarter Est-ce que, le serious est-ce que game d'après toi, il de faut nos en passer développements. par une étape pour aller à l'autre, ou est-ce qu'il faut se dire, tiens, j'ai besoin d'abord de développer des petites choses sur smartphone en C'est réalité augmentée, pour passer au serious game après, pour passer à la réalité virtuelle, et la réalité mixte, ou est-ce que finalement aujourd'hui ça n'a plus d'importance? Non, l'acculturation, c'est une très bonne question ce que tu poses. L'acculturation, c'est très bien de passer par étapes. Et je pense qu'on peut effectivement aller au serious game et après passer directement à la réalité virtuelle ou à la réalité augmentée. Le développement sur smartphone, et on peut y revenir de façon circulaire après avoir développé un scénario en réalité virtuelle ou augmentée. Mais on est parti d'un projet que tu connais, hein, Christophe, hein,
en ex-Basse-Normandie, hein, qui s'appelait le projet Orgabat, qui était un projet de développement de Serious Game, qui est implémenté sur les tables tactiles qu'on a dans les CFA et qui tourne toujours, qui est aujourd'hui chez nous un outil de positionnement. On pourra tout à fait reprendre cette discussion, Serious Game ou pas, compatibilité dans 15 jours, puisque dans la présentation que Christophe Béchelaoui a prévu de nous faire, justement au sujet de la thématique gestes et postures, on reparlera de Serious Game. Donc il y aura une continuité de cette discussion certainement dans 15 jours. Pas de souci. Quel bilan vous faites, Raphaël, de ce travail-là, qui représente quand même pas mal d'années d'évolution? On entend bien quelque chose qui a l'air d'être irréversible. On reviendra pas en arrière. Et au contraire, on a l'impression que les champs sont complètement ouverts, quoi. Oui, très clairement. En tout cas, pour nous, dans notre organisation, on reviendra pas en arrière, ça c'est clair, parce que c'est quelque chose qui fonctionne. Et c'est quelque chose qui est avec une appréhension par les jeunes qui est tellement facile et par les formateurs que on est dans un schéma où on met des briques les unes à côté des autres pour la construction d'un parcours différencié par apprenant pour l'acquisition de compétences. Et typiquement, ce type d'outil est parfait pour répondre à cette commande. Donc, on ne reviendra pas en arrière, on va continuer. Ça, c'est une certitude au jour d'aujourd'hui. Et on a l'habitude de parler des résistances des formateurs à l'arrivée du numérique dans la formation. Comment ça s'est passé chez vous en 2 mots? Il y a 1 an et demi, on a eu le droit à « tu veux nous remplacer ?» Et puis maintenant, en fait, il a fallu, et je vais l'accorder, c'est très très rapide, il a fallu 1 an et demi d'acculturation, là où généralement il faut compter plutôt 3-4 ans. Ah bah oui. Voilà, et aujourd'hui on a sur les simulateurs, on a une cohorte de 30 impactés qui nous suivent au quotidien. Sur le déploiement du LMS, on a une cohorte de 68 formateurs. Je vous parle d'une cohorte de 68 sur 180, ce qui est très très important, hein. Et à partir du 22 mars, on bascule intégralement dans le numérique. C'est la date clé pour nous où l'ensemble des formateurs vont être impactés et c'est plutôt très bien perçu. Je vais laisser le public, nos auditeurs éventuellement poser une dernière question dans le chat, sinon on va en rester là. Merci beaucoup Raphaël de cette première étape, première brique de notre parcours imagerie 3D. On va rester les formations. Rendez-vous donc à jeudi prochain. J'ai l'impression que c'est calme dans le chat, donc on va rester là. Ah si, il y a Frédéric qui est en train de écrire quelque chose. Ben voilà, au revoir. Ben Frédéric, à bientôt. Et donc on se retrouve jeudi prochain pour la suite. Cette fois-ci, on donnera la parole à Mirage Maker qui a une autre approche plus simple, quelque chose d'assez différent. Et donc rendez-vous la semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. À jeudi.